Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes actuellement le jeudi 25 janvier, il est 10h32 lorsque je vous enregistre ce podcast. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en 2024. Est-ce que vous réalisez quand même? La dernière fois j'ai entendu, je sais plus, j'écoutais d'anciennes chansons des années 2000. Comme, je sais pas, les chansons d'Ophélie Winter, vraiment de Leslie, les anciennes chansons. Je faisais mes cheveux, je faisais mon brushing, et j'avais cette envie d'écouter des chansons. Je savais plus trop quoi écouter, et je voulais pas écouter les chansons que j'écoute régulièrement, du moins de temps en temps, et de fil en aiguille, j'ai trouvé des anciennes chansons comme La Rousseau, etc. J'adore. Avant, c'était léger. Les chansons, c'était autre chose que maintenant. J'accroche pas avec les chansons de maintenant. Alors, pas toutes, mais la majorité, si je veux pas les écouter, ça me dit rien de les écouter. Donc, je me suis fait un petit kiff en faisant mon brushing et en écoutant d'anciennes chansons. Et vraiment, on se rend compte que le temps passe quand même. Parce que dans un petit interview, je regardais un petit documentaire sur ce qui était arrivé à Ophélie Winter. Et donc sa descente aux enfers, etc. Le fait que certaines personnes, certains médias ont inventé le fait qu'elle était SDF, etc. Bref, elle explique qu'elle n'est pas SDF, qu'elle était certes pas dans une hyper bonne condition, mais elle n'est pas SDF. Et que, parce qu'il y avait une photo qui avait été prise, et effectivement, elle n'était pas sur son 31. Mais bon, en fait, dans les faits, même pas dans les faits, mais dans notre quotidien, quand on déménage ou autre, ou dans notre vie de tous les jours, on n'est pas toujours sur son 31. Donc je trouve ça dégueulasse quand même d'avoir pris une photo d'elle et d'avoir dit regardez Ophélie Winter et SDF. C'est vraiment dégueulasse. Elle n'a pas vécu des choses faciles, et il y a d'autres stars comme ça. Il y a peu, je regardais... J'essayais du moins de chercher un documentaire sur Lauryn Hill, et j'ai trouvé quelques documentaires pas très longs, pas très approfondis non plus. Ça reste très en surface de sa vie amoureuse, de sa carrière musicale, etc., où elle a débuté. Je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, pour en revenir à ce que je vous disais, j'avais regardé un documentaire sur Ophélie Winter, et déjà, non seulement ça m'a donné envie de réécouter sa chanson « Dieu m'a donné la foi » et la personne qui parlait qui faisait le documentaire, disait « Il y a 20 ans », et je dis « Quoi, 20 ans ? Ça, c'est sorti à 20 ans. Bon, techniquement, c'est un peu plus que 20 ans, mais 20 ans 20 ans moi, je suis tombée des nues. 20 ans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et jusqu'à 20. Il y a 20 ans qui sont passés. Et, waouh, je sais pas, ça m'a mis un coup. Ouais, le temps passe, on s'en rend pas compte. Quand l'année se termine, on se dit, bon, allez, on entame une nouvelle année. Mais quand on fait la somme de toutes les années, moi, j'en reviens pas qu'il y ait autant de temps qui soit passé. Mais le petit choc, c'est pas seulement que le temps est passé, c'est là, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Ok, il y a autant de temps qui sont passés, genre, il y a des toiles d'araignée qui ont poussé un peu partout, mais toi, qu'est-ce que tu as fait ? 20 ans. Je trouve ça... On dirait qu'on a mis le temps sur pause, on l'a accéléré, et on m'a défigé. Ouais, on a enlevé le fait de m'avoir figé dans le temps, et après on m'a dit 20 ans après, tu peux continuer ta vie. Mais moi, je suis encore... j'ai pas suivi, en fait. C'est allé trop vite. Et je sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà, on se rend pas compte que le temps passe, et le temps passe. Moi, je me rends pas compte quand je prends une année de plus
comme bah, vous tous, chaque année, ça me marque pas. Je me sens pas d'une année à une autre. Ouais, c'est vrai, ça a changé ma vie. Ah, c'est vrai, une année de plus, je le sens, ça me fait mal. Non, ça me fait rien parce que dans les faits, c'est une année, une année. Je trouve que c'est rien, quoi. C'est. Mais. Ouais. Et c'est là où on percute quand même que le temps passe. J'avais eu cette discussion avec ma sœur où je lui ai dit la même chose. Il y a quand même 20 ans que cette chanson est sortie, etc. Tu te rends compte, 20 ans. Et elle s'en fiche, elle lisait son manga. Et, et je lui ai dit entre deux phrases, moi je vais vraiment me rendre compte que le temps passe quand je vais commencer à être fin de ma trentaine. Là, vraiment, je pense que je vais lâcher des larmes. Parce que là, vraiment, c'est une autre phase. Encore passé de la vingtaine à la trentaine, voilà, on se dit... Enfin, moi, je me suis rien dit de particulier. J'ai 30 ans, je vais aller sur mes 31 en juin. Mais ça m'a rien fait, ni dans le corps, ni dans le mental, ni ça, voilà, ça m'a pas touchée. Je me suis juste dit, bon voilà, c'est une autre ère. Enfin, j'entame, maintenant, je suis trentenaire, quoi. À part me dire ça, pour moi, je suis encore très jeune. Je suis jeune, attention, je dis mais je suis encore très jeune dans le sens où, pour moi, c'est un peu pareil que la vingtaine. Mais pourquoi? Parce que j'en sors fraîchement et que c'est tout nouveau la trentaine que je réalise pas. Quand je vais commencer à avoir 33, 34, 35, 38, je vais me dire quoi? Attends. Donc là, on commence à avoir les chocottes quand même. Enfin bon. Après, c'est pas une question de vieillissement, pas vieillissement. C'est qu'on sait que le temps passe, qu'il y a une deadline, hein, forcément. On a une date de naissance et on va avoir forcément une date où on va quitter ce monde. Et on sait que ça approche. C'est surtout ça. Après, est-ce que j'ai peur de la mort? Non, j'ai pas peur de la mort. Mais j'estime que j'ai encore plein de choses à faire et à vivre et j'ai pas tout fait et j'ai l'impression même d'avoir rien fait et d'avoir même pas commencé. Donc comme on dit, c'est aussi ça, on fait des petits pas, mais on fait des tellement petits pas que c'est la somme de tous ces petits pas, on se rend compte du résultat à la fin. C'est pas tant le résultat, c'est tous ces petits pas qu'on a fait, parce qu'à la fin, le résultat, on va se dire, ouais, putain, on n'y croit pas, comment ça se fait qu'on a eu ce résultat, alors qu'en fait, c'est tout simplement la somme de toutes ces actions ou tous ces petits pas qu'on a fait au quotidien qui se sont accumulés. Voilà, je pense que je n'arrive pas à réaliser pour tout. Et en plus, j'ai souvent du mal quand je m'engage dans quelque chose, j'ai du mal à perdurer dans le temps parce que j'arrive pas à me projeter. Donc voilà, mais enfin bon. C'était juste une parenthèse, une petite introduction comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de sujet de conversation à part le fait, donc voilà, un petit kiff, je me suis dit un petit moment de confession. Pourquoi? Parce que en fait, quand je revois ce que j'ai vécu, quand j'étais jeune, je savais pas quelle étude faire, j'ai essayé de faire ça, faire ci, puis après il fallait gagner de l'argent, il fallait partir de chez les parents, il fallait gagner sa vie. Depuis tout le temps, je voulais me reconvertir, je savais pas où, combien de temps ça allait prendre. Et on repense à côté comme j'avais pas d'argent de côté et on n'a pas forcément des gens sur qui compter. Où est-ce que je vais vivre, comment je vais me loger, etc. Et on continue de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Ça, c'était quand j'étais très jeune, hein. Et à côté, je continuais de rêvasser, de reprendre mes études, avoir un métier, avoir un salaire, etc. Et puis, j'avais aussi cette aspiration de créer quelque chose, mon entreprise, mon truc à moi, où je mets ma patte, ma personnelle.
ma personnalité, qui je suis, sans me conformer aux attentes des autres. Vraiment me montrer tel le diamant brut que je suis et pas transformé, etc., poli et tout consort. Mais je savais pas comment faire, on n'a pas les contacts. Voilà, il y a plein de choses et après, au fur et à mesure, le quotidien prend le dessus. On a un problème à gérer, puis un autre, puis se loger, puis se nourrir, puis ça, puis ça. Voilà. La vingtaine se finit. Entre-temps, dans la vingtaine, on essaye de rencontrer des gens, on essaye d'avoir une relation amoureuse, etc. On essaye d'en tirer les leçons. Et après, la vingtaine se finit, quoi. Et là, on se dit, va peut-être falloir faire des choix un peu plus judicieux, un peu plus stratégiques, et ne pas essayer comme ça et attendre le résultat. Essayer de vraiment se poser la question si c'est quelque chose qui va marcher, comment on investigue en fait, sur quels critères, sur quoi on va pas juger la personne, mais sur quoi on va se baser pour choisir le travail, l'activité, etc., etc. Donc, je pense que fin vingtaine, début trentaine, on se pose la question de ok, on a tergiversé un peu partout et nulle part. Maintenant, il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut maintenant qu'on... Normalement, on est censé savoir qui on est. Mais si vous voulez, on a tellement essayé de choses qu'on ne sait toujours pas qui on est. C'est faux de dire à la trentaine, on sait qui on est, etc. On sait en partie, mais on sait surtout ce qu'on ne veut plus, parce qu'on a essayé plein de choses. Plein de choses, c'est pas forcément plein de relations amoureuses, etc. Mais on a pensé à plein de plans, on a travaillé dans plusieurs structures ou autres, entreprises, peut-être le même métier. Moi, j'ai souvent fait le même métier. Non, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait aide-soignante. Moi, j'en ai fait 2 en vrai. J'en ai fait 3. Bon, aide-soignante, assistante dentaire, secrétaire. Et on essaye. Donc, fin de vingtaine, on a essayé quand même pas mal de choses sur plusieurs domaines de notre vie. Que ce soit, je sais pas, dans le sport, on a essayé un truc nouveau. Dans l'alimentation, on a essayé de se faire un rééquilibrage alimentaire, éliminer des aliments, enfin, du moins choisir des aliments qui nous correspondent plus que d'autres, diminuer les apports, je sais pas moi, essayer plein de trucs, essayer de prendre les choses avec un peu moins de... Avec... Comment dire ça prendre les choses avec un peu moins de lourdeur. Exemple, quelqu'un nous a fait quelque chose et on a l'impression que c'est la fin de notre vie. Ça, c'est ce que j'appelle prendre les choses avec lourdeur. Plutôt que de se dire que c'est la fin de sa vie, etc. Bon, bah tant mieux que ça arrivait maintenant. On sépare nos chemins, on prend des chemins différents et puis basta, la vie continue. Je sais ce que je suis, je sais qui je suis dans le sens où je suis loyale en ami par exemple et je vais pas te supplier, ni insister, ni te demander, etc., ni quémander quoi que ce soit. Moi je sais l'amitié et la loyauté que je donne et je sais que je suis là pour mes amis par exemple et que si t'es pas là pour moi, bah voilà, on n'a rien à faire ensemble. Donc, essayer d'avoir plus de maturité, après, voilà, essayer d'avoir plus de maturité et moins s'effondrer quand il y a des choses qui arrivent. Je vais faire une petite aparté. Hier, j'ai regardé un film. Oh là là, comment il s'appelle ce film ? Je crois qu'il s'appelle Le Serpent, mais je sais plus. C'est avec une des sœurs jumelles, Mary-Kate et Ashley. Alors ça, c'est leur nom de Mary-Kate et Ashley. Je sais pas si vous voyez, c'est les 2 petites blondes américaines. Quand j'étais petite, je regardais leur série. J'aimais beaucoup. Et en fait, il y avait une des jumelles qui jouait la sorcière. Alors, d'ailleurs, en voyant l'affiche, c'était sur Amazon Prime, je m'attendais pas à une histoire comme ça. Je m'attendais à autre chose. Et j'ai beaucoup aimé.
Donc elle joue le rôle, donc une des jumelles, hein, Mary-Kate Wesley, je sais plus c'est quoi leur vrai nom. En plus d'ailleurs, elles sont dans la mode maintenant et ça cartonne à mort. Donc une des jumelles joue la sorcière et dans l'histoire, donc c'est une petite parenthèse dans l'histoire, c'est un Américain, un garçon au lycée, fleur de l'âge, il est hyper coté, il s'en fout de l'écologie et tout parce qu'il a tellement de succès, il est arrogant, il se sert des gens, il est faux cul, etc. Et en fait, il se moque de cette sorcière parce qu'il la trouve moche. J'avoue qu'elle a un côté un peu gothique qui lui va très bien d'ailleurs dans le film. Et ce qui se passe, c'est que pendant le bal de promo, enfin, en amont, il l'avait invité, soi-disant, tiens, je t'invite, etc. Je veux qu'on y aille, je veux qu'on y aille, bref, je veux qu'on aille ensemble à ce bal de promo, alors que jusque-là, ils ont toujours été ennemis, façon de dire. Et ils vont à ce bal de promo, ils se rejoignent là-bas et en fait il l'humilie devant tout le monde et il lui dit en gros t'es moche, qu'est-ce que tu fais ici, tu croyais vraiment que j'allais venir avec toi au bal, etc. Et là il sait pas que c'est une sorcière, elle lui lance un sort et il devient vraiment moche. Mais de chez moche, après il y a moche et moche, moi j'ai trouvé qu'il était pas mal, il faisait peur, d'accord, parce que c'était un peu un monstre, mais un monstre bien moche, mais qui a son charme. Moi, perso, j'ai trouvé que voilà, il faisait pas si peur que ça. Bon, bref. En gros, il était moche par rapport à qui il était avant, blond, le papa qui a du fric, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que il est obligé de fuir son lycée parce qu'il peut pas se montrer dans cet état. Et c'est là aussi où on comprend que quand on est beau, belle, quand on est soigné, quand on a un peu d'argent, on est plus apprécié des autres. Et c'est là aussi où on peut se dire que le fait que les gens nous apprécient pour ça, c'est pas vraiment que la personne nous apprécie nous. En fait, ce que la personne apprécie, ce que ces personnes-là apprécient, c'est ce que tu dégages, ce que tu montres de toi. La personne sûre de toi, beau gosse, qui a un peu de thune, qui est arrogant, qui n'en a rien à foutre, qui est au-dessus de tout le monde, etc. C'est ce que les gens envient. Et quand il a dû se mettre en retrait, parce que le pauvre, il a fini moche, le sort, c'était qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un qui l'aime. Alors, t'es moche et en plus, il faut que tu trouves quelqu'un qui t'aime. Donc, on parle du cœur. Pour moi, il lui a rendu un grand service, mais je vais pas vous dire ça tout de suite. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il il s'isole. Son père l'emmène, je ne sais pas où, dans une maison pour ne pas qu'on voit son fils qui est devenu horrible. Avant de l'emmener dans une maison isolée, ce qu'il fait, c'est qu'il l'emmène voir un chirurgien et il lui dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour mon fils ?» Et il lui dit, le pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Est-ce qu'on peut pas lui faire une grève, etc. Et le chirurgien, il lui dit, oui, mais à quel prix? Et le père, il répond instinctivement, et ça montre aussi qui il est, à n'importe quel prix. Et là, son fils, il le regarde, comment ça, à n'importe quel prix? C'est-à-dire que si je meurs, ça te dérange pas? Et donc leur relation s'est complètement dégradée. Bref, il le laisse dans la maison tout seul, livré à lui-même. Comme quoi, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es heureux. Il est seul en fait, il est seul. Et je pense qu'il s'est créé cette carapace pour se faire exister, parce que sa mère est décédée. Donc sa mère, depuis le début du film, on sait, elle est pas là. Et que son père est pris, je crois qu'il est auteur, ou... non, il est journaliste. Et il a pas le temps en fait pour son fils. Donc... on voit qu'aussi, il est méchant et autres, mais c'est parce qu'il a une espèce de carapace. Il a ce besoin d'exister, et pour exister, il faut qu'il soit quelqu'un qu'il n'est pas. Alors qu'en fait, il n'est pas comme ça au fond de lui. C'est ça que je trouve beau dans le film. Donc, en gros, il finit dans une maison, donc il faut qu'il trouve l'amour pour vraiment qu'il retrouve son apparence. Et là, j'ai perdu le fil.
Ouais, et là, il comprend qu'il a été odieux avec tout le monde, que ce soit la femme qui faisait le ménage, que ce soit les gens du lycée. À un moment dans le film, il y a son ancienne, donc il avait une petite amie, et du jour au lendemain, quand il a eu ce sortilège le jour du bal, il n'est plus jamais revenu. Donc les gens n'ont pas cherché, n'ont pas compris pourquoi il était parti. Et quand il revient au lycée avec sa tête horrible, parce que il y a une fille qu'il aime, à qui il doit parler, il entend son ex-petite amie qui se confie à un ancien ami à lui disant « Ah, j'en avais marre d'être avec lui parce que tout le temps j'avais la pression, je devais toujours me mettre au régime, etc. Finalement, je suis bien contente qu'il soit plus là, etc. » Et là, c'était quand même sa petite amie. Donc là, il comprend que... En fait, c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire que grâce à ce sortilège, il a pu voir le vrai visage des gens qu'il apprécie, qu'il aime, qu'il accepte et qui n'est pas du tout en phase avec lui. Toutes ces personnes-là qui le saluaient dans les couloirs du lycée, etc., qui lui disaient que il était super et autres, sont en fait des gens qu'il n'apprécie pas. Mais il a fallu qu'il le voie. Il l'a vu en fait grâce à ce sortilège. En étant quelqu'un d'autre, parce qu'il avait un autre visage, il n'en est pas revenu. Et grâce à ce sortilège, il a pu tomber sur une femme qu'il aime avec le cœur, qu'il aime également avec le cœur, et en plus de cela, il a pu se séparer de toutes ces personnes qui en fait ne l'appréciaient pas. Donc, ouais, c'est un mal pour un bien. C'est un sortilège qui a certes, en apparence, pas facilité la tâche parce que c'est difficile de se regarder quand on est horrible dans le miroir. Mais, quelque part, quand les gens sont auprès de toi, c'est pas pour qui tu ressembles. C'est pour qui tu es vraiment. Donc, la personne a fait complètement abstraction de ton physique. Après, on est dans un monde, voilà, il faut pas idéaliser. On est dans un monde où on juge notre première impression se base sur l'apparence. Donc ça a son importance, je dis pas le contraire. Mais par contre, dans la finalité, il y a quand même vraiment ce critère important à prendre en compte, c'est que la personne, elle peut t'apprécier parce que t'es jolie, parce que t'es beau, parce que t'es bien habillé, parce que etc. Mais ça veut pas dire que vraiment c'est toi qu'elle apprécie. Il y a de fortes chances pour que c'est ce que tu dégages, c'est pour la carapace que tu t'es forgée, pour le fait que tu es coté, que tu es apprécié et que c'est même pas qu'elle t'apprécie, c'est en fait elle t'envie. Ah, il est cool, ah donc je vais me rapprocher de lui. C'est pas pour qui tu es. Finalement, il s'est retrouvé seul. Dans sa mochitude, il s'est retrouvé seul. Mais, vraiment, après ce film, j'ai été dormir et je me suis dit, mais j'ai trouvé que c'était un super film. Pas forcément pour l'esthétique ou autre, mais parce que j'ai trouvé que la morale de l'histoire, elle était super. En vrai, mieux vaut être moche, mais avoir des gens qui nous aiment vraiment, qui sont là pour nous, que d'être hyper beau côté, avoir plein de gens entourés, être entouré de plein de gens qui sont en fait pas là. Vous pensez qu'ils sont là et ça vous salue de partout, mais en fait ils sont pas là. Ils savent pas qui vous êtes, ils veulent pas savoir vos problèmes, ils veulent pas savoir. Voilà, ils sont pas intéressés par qui vous êtes vous. Donc voilà, donc je reviens, c'était une grande aparté, donc je reviens à ce que je disais, on arrive à fin de vingtaine, début trentaine, on a fait plein de choses, que ce soit professionnel, on a eu quelques relations, quelques flirts et autres. Je peux dire que fin de vingtaine, début trentaine, il y a plein de choses qu'on sait qu'on ne veut plus, mais on ne peut pas se dire qu'on se connaît. Voilà. Parce qu'on a encore des choses à découvrir. Et la phase de la trentaine,
euh, on rentre pleinement dans cette phase où on va vraiment cette fois-ci se centrer sur qui on est, parce qu'on n'est plus dans on est jeune, on doit profiter, on fait notre expérience et on verra, voilà, un peu, vous savez, aventurier. Dans la trentaine, on est un peu plus bon. Je vais quand même réfléchir. Là, il peut y avoir des conséquences que j'ai pas forcément envie de vivre. Enfin, j'ai pas envie que ça arrive. Enfin, voilà, plein de choses. On est beaucoup plus posé, moins aventurier, et ça peut être aussi dommage, d'accord. Il faut toujours, je pense, avoir cette part de petit enfant où des fois il faut sauter à l'eau, mais voilà, la majorité du temps dans notre quotidien, on est réfléchi, on a pris des habitudes, etc. Et je peux vous donner un exemple. Moi, je peux pas dire que je me connais, mais j'ai expérimenté pas mal de choses. Je sais la liste des choses que je ne veux plus. Voilà, ça c'est une certitude. Maintenant, je suis convaincue que j'ai encore plein de choses à découvrir et que je saurai vraiment qui je suis, allez, peut-être fin de trentaine. Parce que j'ai encore trop de choses à découvrir et que on découvre des choses toute sa vie, mais sous un autre angle. Voilà, vingtaine, on découvre des choses sous un angle, trentaine sous une autre, quarantaine, etc., etc. Voilà ce que je pense. Donc pour vous donner un exemple, là par exemple, moi j'avais jamais vécu avec quelqu'un. Déjà, j'avais jamais été vraiment en relation avec quelqu'un. Première relation sérieuse. Parce que j'avais déjà été en relation avec quelqu'un qui n'était pas investi. Donc avec qui on voit une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, et ça s'est fini par un vol d'argent. Bon. C'est pas ce qu'on appelle une relation. C'est vraiment... on sait pas trop. Moi, je sais que la première fois qu'il m'a dit « Pourquoi tu veux être en relation ?» Je lui dis « Parce que j'ai envie d'être en couple. » Je ne l'ai pas dit parce que je veux être avec toi. Je ne l'ai pas dit parce que je pense que tu es la personne avec qui j'ai envie de fonder quelque chose. Non, c'était juste parce que je voulais être en couple. Et la finalité, c'est que faut pas forcer parce que ça ne suffit pas de vouloir être en couple. Il faut que la personne le veuille également. Et après, il faut passer des moments ensemble, essayer de faire des projets, etc. L'investissement est autre quand on est vraiment dans la relation. Et je vois, je l'ai très vite vu que j'étais pas en relation avec cette personne. Mais il y a toujours un déni. Comme on ne connaît pas autre relation, on se dit que on va appeler ça relation. Mais très concrètement, aujourd'hui, je peux pas dire que c'est une relation. C'est une expérience, c'est top. Je peux pas non plus dire que c'est pas une relation, mais c'est pas ce que j'appelle être en couple. Voilà. Là, je suis par exemple avec quelqu'un depuis un moment et ça se passe bien. Et je me rends compte que voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il faut composer avec la personne, avec qui elle est, avec ce qu'elle a vécu aussi, parce que ça laisse des traces forcément dans son présent, sur qui il est aujourd'hui, et pareil pour moi. Mais c'est la première fois que je vais vivre ou passer peut-être 1 semaine, 2 semaines chez la personne, où on va composer ensemble, essayer de se faire des repas, un petit ménage, etc. Où l'intimité est autre et plus intense et plus sérieux. Donc j'estime que je suis en train de découvrir autre chose. Et j'en suis complètement satisfaite, d'accord, je suis contente. Mais on se rend compte que voilà, c'est plus sérieux, ça a beaucoup moins de légèreté quand même. Parce que par exemple, il faut faire le repas. Moi, chez moi, je fais le repas, etc. Mais là, c'est vraiment, on est à deux, on est en couple, je fais le repas, on nettoie, etc., etc. On parle de choses, d'enfants, de trucs comme ça. On rentre dans le projet et pas seulement ce que j'ai dans la tête. On rentre dans... Ah ouais, vraiment. Donc là, je suis en train de peut-être planifier... ma future vie en fait.
donc avec cette personne, etc. Ça a été tout nouveau le fait qu'on soit, comme on dit, on ne connaît pas quelqu'un si on n'a pas habité avec. Et quand vous passez du temps avec cette personne, toute la journée, que vous vous voyez sur tous les angles en fait, vous venez de vous réveiller, quand vous êtes malade, quand vous êtes énervé, etc. C'est plus vrai que dans la vingtaine, quand on sort ensemble, mais après tout le monde rentre chez soi et fait sa vie, on se voit que pour des moments ponctuels. Là, c'est vraiment ce que je suis en train d'expérimenter, c'est vraiment deux personnes qui habitent ensemble. Alors, on n'habite pas ensemble. Deux personnes qui habitent ensemble et qui ont un quotidien tout simplement, où on doit faire manger, un peu de ménage, on parle du travail, etc. etc. Donc ça fait très sérieux quand même. Donc ça, c'est... Voilà. Il y a aussi le fait que en couple, on ose faire des choses. Donc moi, j'ose faire des choses pour la première fois que je n'ai pas faites. Par exemple, aller faire popo. Alors moi, je dis faire popo plutôt que d'aller aux toilettes ou autre, parce que je trouve que c'est plus mignon pour quelque chose qui est un peu berk. Donc, et c'est naturel, mais bon, moi je dis aller faire popo. Donc, quand on est en relation comme ça, et que c'est sérieux, il faut qu'on soit à l'aise, bon là, je vais faire popo, bam. On sait, voilà, il y a des petites odeurs, ça commence à lâcher des flatulences, etc., etc. Et voilà, on découvre qui on est en fait, sans tous ces camouflages, sans être tout le temps très apprêté, beaucoup sur son 31 et autres, sans petite manière. On est là, on est humain. Avant de se connaître, on a toujours fait ça, popo, flatulent, des petits rots, des ça ici. Attention, moi j'aime pas quand les trucs comme ça, cochons, se font de manière sans... Il faut que ça soit toujours discret, moi je trouve que c'est la base. Mais pour vous donner un exemple, par exemple, je ronfle. Voilà, je ronfle. Je ronfle. De base, je ronflais parce que mon corps se relâche. Et mon système respiratoire, quand il se relâche, il a tendance à un peu prendre l'espace et donc l'air a du mal à passer, donc ça fait des bruits. Voilà, je ronfle. Mais à la base, quand je ronflais comme ça, c'était parce que j'étais très fatiguée. Et plus le temps passe, et plus je ronfle. Voilà, j'ai des périodes où je peux ronfler tout le temps. J'ai des périodes où je ne ronfle pas. Là, par exemple, en ce moment, je ne ronfle pas. Et c'est drôle à quel point quand on s'est mis à dormir quand on a dormi les premières fois ensemble, je me suis pas mise tout de suite à ronfler, bien que c'est pas quelque chose qu'on contrôle, mais il m'avait pas fait de commentaires sur ça. Et c'est vrai qu'à un moment j'étais hyper fatiguée. Un jour j'étais fatiguée et je me suis mise à ronfler et il m'a dit ah ouais mais là tu ronfles beaucoup, etc. On en a rigolé. Il m'a même dit, voilà, il avait fait des recherches sur quelle solution je pouvais mettre en place pour arrêter de ronfler. Voilà, on peut pas éviter le naturel. On aura beau faire tout ce qu'on veut. Quand il y a une étape qui est passée dans la relation, et c'est ce que je constate et c'est pour ça que je vous le partage, tout le naturel, qui on est, le corps humain se lâche, on prend beaucoup moins de pincettes, on est beaucoup moins gêné, même, voire on en rigole, et je trouve qu'il y a une légèreté, parce qu'on arrive à être nous-mêmes quand toute cette étape est passée et qu'on arrive à nous montrer tel qu'on aurait été si on avait été toute seule. Par exemple, chez soi, voilà, on fait des choses, on s'en fout, il n'y a personne. Ou quand il y a sa sœur, moi je sais qu'avec ma sœur, je m'en fous. Elle a beau dire que je ronfle, oui, je ronfle et alors. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, je m'étais quand même posé la question, si je suis avec quelqu'un qui n'accepte pas que je ronfle, parce que du coup, je peux pas toujours... Voilà,
Enfin, la personne, elle peut littéralement me dire « Je peux pas, tu ronfles, allez, au revoir ». Donc, il y a une étape qui est passée là entre nous et je suis contente parce que je l'avais jamais vécu. Et je trouve que ça renforce les liens parce que la personne, elle se montre telle qu'elle est et je me montre également telle que je suis. Je me sens pas toujours obligée de m'apprêter ou autre. Il y a vraiment une espèce de légèreté, un poids qui se lève. Il y a toutes les a priori qu'on est obligé de dégager, tous les superflus qu'on met en place pour que la personne nous trouve, etc. Et je me sens pas obligée d'être toujours bien apprêtée, bien habillée, bien coiffée, bien maquillée. Ça veut pas dire que je me laisse aller, mais je sens que c'est pas ce qui va avoir du poids actuellement dans ma relation. Et ça, je trouve ça top. Attention, moi je suis quelqu'un quand même qui prend soin de soi, mais c'est vrai que le fait que ma relation n'est pas tenue par le fait que je m'apprête ou pas, voilà, je trouve que je peux être encore plus moi-même, encore mieux me montrer, et voilà, je trouve que c'est top. Donc voilà, c'est ce que je voulais de base vous partager. Il y a aussi plein d'inconvénients, attention, il y a plein d'inconvénients aussi que je découvre. Par exemple, le fait que quand on est ensemble, qu'on passe des jours et des jours ensemble, 1 semaine, 2 semaines ensemble, il y a du relâchement, voilà. Les hommes, vous avez tendance à vous relâcher. C'est-à-dire qu'il y a une femme, elle fait les choses et donc vous êtes beaucoup plus... Au début, il était vachement au taquet, donc il s'est cuisiné, il a toujours pris soin de chez lui, etc. Mais quand il y a une femme, c'est vrai que vous avez tendance, alors je ne vais pas généraliser, mais la majeure partie, vous avez tendance à vous retirer petit à petit. Là, par exemple, je peux faire à manger, nettoyer la cuisine, etc. Monsieur est allongé. Et du coup, je lui dis, mais en fait, tu te relâches là, tu sais que tu peux quand même m'aider, etc. Et on discute. Vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que je peux lui dire, merde, quoi, en fait, tu peux venir m'aider, en fait. Il va ni le prendre mal, il va pas sauter sur l'occasion pour dire, ah bon, pourquoi, voilà, je peux dire ce que je pense là tout de suite, mon mécontentement sur le fait que il m'aide pas alors que concrètement j'ai tout fait que j'aimerais me poser aussi. On en discute, on en rigole, il sait très bien d'ailleurs comment me prendre pour me faire rigoler. Et j'apprends, en fait c'est ce que je suis énormément reconnaissante parce que j'apprends à m'exprimer. C'est-à-dire en temps normal, j'ai toujours fait en sorte de me taire, de accumuler en moi. Pourquoi ? Parce que je me dis, enfin du moins je me disais, ça sert à rien de parler. En plus quand je le dis de manière brutale, je commence à exploser. Je me dis ça sert à rien de parler, la personne elle doit comprendre qu'elle doit m'aider. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ma sœur. Je lui disais de faire les choses en fait et elle se mettait à s'énerver. Sauf que je suis pas toujours en mode j'ai l'énergie pour encaisser ton énervement. Donc, ce que je veux te dire comme, en fait, tu vois la vaisselle qui est sec, tu peux la ranger, c'est pas à moi de te le dire. La maison, elle doit avoir, on doit passer un coup d'aspirateur ou une serpillière par terre ou autre, ou ranger, ou ce que tu veux, c'est pas à moi de te dire de le faire. Et en fait, on a eu beaucoup de moments, avec ma sœur, on s'est fighté, parce que quand je lui disais, écoute, je trouve ça pesant en fait, de toujours te dire de faire les choses. Et en plus, quand on s'explique, tu me dis, non mais pourquoi tu me demandes pas ? J'ai pas à te demander. On est juste 2 femmes dans une maison, du moins dans un studio. Il faut que tu fasses les choses sans que je te dise, c'est comme ça, c'est la base. On n'est pas des cochons, on ordonne, on nettoie, on range. J'ai pas à te dire quoi faire, j'ai pas
à te dire ça avec des pincettes. Et avec ma sœur, c'est un peu ça, parce qu'elle est très... elle saute tout de suite sur ses galons et elle va se mettre à dire « Oh, tu m'agresses, tu me stresses ». Je te demande juste de ranger mon environnement, en fait, parce que j'y vis, parce qu'à la base, c'était le mien, parce que je supporte pas de vivre dans la cochonnerie, etc. Donc, en fait, commence à prendre des bonnes habitudes. Mais en fait, c'était toujours par le fight. Et à un moment, j'ai fini par ne pas parler, parce que ça devenait lourd, très pesant pour moi. Et c'est pas bon non plus. Parce que les fois après où on s'embrouillait, bah, c'était vraiment des gros embrouilles. Un jour, le voisin, il m'a dit « Ah ouais, toi, quand tu t'énerves, tu rigoles pas. » Ouais, parce que ça me gonfle. J'ai fait en sorte d'avoir mon studio, je t'accueille, c'est pas pour vivre dans la merde. Dans ces cas-là, je te laisse ailleurs. Donc, je suis intransigeante avec ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'apprends à dire les choses. Avec mon partenaire actuel, ou quand ça va pas, ou quand je sens qu'il se relaxe ou autre, ou qu'il se détend un peu trop et qu'il compte un peu trop sur moi, je lui dis, voilà, tu te relâches, tu m'aides pas, etc., etc. Et moi, ça me permet de me décharger, de ne pas dormir avec ça, de ne pas penser, Et je dois dire que je commence à faire du progrès. Voilà, non pas que je veux me lancer des fleurs, mais j'apprends à m'exprimer. Et en fait, on devrait tous apprendre à dire à voix haute notre mécontentement pour souffler. Voilà, on sort ça de soi. Et j'ai plus peur, on va dire, de comment la personne va réagir. Surtout que je sais que mon partenaire va pas toujours mal le prendre. Généralement, il va m'écouter, etc. Je peux pas dire que je serais aussi à l'aise, par exemple, avec ma sœur, de dire toujours mon mécontentement, parce que ça me prend beaucoup trop d'énergie, quelqu'un qui se met à s'énerver parce qu'on lui a dit de ranger. Mais c'est quand même vachement agréable de dire les choses, et après, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Il n'y a pas d'accumulation qui se fait. Il n'y a pas de non-dit. Et c'est pareil, quand il a un truc à me reprocher, il va me le dire. On en discute, on fait table rase et on passe à autre chose. Et ça, c'est top. Donc voilà. Le côté qui fait, voilà, c'est moins glamour, on n'est pas toujours d'accord. On tombe beaucoup sur des vidéos, par exemple sur YouTube, on regarde beaucoup de vidéos YouTube quand par exemple on va manger. Et la majorité des vidéos qui viennent, et les fans de voitures, hormis les vidéos de voitures et une partie de manga, il y a beaucoup trop de vidéos d'hommes qui font dégrader la femme, mon Dieu. Ils vont prendre des cas et ils vont dire voilà comment sont les femmes aujourd'hui, voilà. Et des fois, on va écouter 1-2 vidéos comme ça, que ce soit Jonathan ou autre, et on n'est pas d'accord sur le sujet. Alors, je peux vous donner un exemple. On va écouter une vidéo d'une femme d'une américaine. La plupart, c'est des américaines. Vous allez voir très peu de vidéos sur les françaises. La plupart, c'est toujours des américaines. On prend toujours en référence les Américains. Je comprends pas pourquoi. C'est toujours les Américains. Les Américains, regardez, ils ont fait ça. Maintenant, les femmes font ça. Ok. Pourquoi cette femme représenterait toutes les femmes ? C'est ma question, en fait. Donc, on va se poser, on va tomber sur une vidéo, on est curieux parce qu'on regarde, voilà, on se pose des questions, relations homme-femme, etc. On échange et on est très souvent pas d'accord. On met une vidéo, ça va être un homme qui va prendre une vidéo d'une femme qui a par exemple trompé son partenaire, une femme qui a fait un OnlyFans à côté en étant mariée, une femme qui... C'est hyper gonflant. Je peux pas vous dire à quel point c'est gonflant. C'est toujours, les cibles, c'est toujours les femmes. Dans son YouTube,
quand on l'ouvre, c'est toujours les femmes. On a 1, 2, 3, 4, 5 mecs qui sont en train de faire des vidéos de femmes disant voilà, les femmes sont comme ça. Après, la vidéo, elle te montre une femme. Par exemple, là, j'étais assise pour prendre un café. Je tombe sur une vidéo de Jonathan où c'est une femme, c'est plusieurs femmes qui parlent de leur solitude à la trentaine. 33, 34, etc. Donc, elles s'expriment. Elles disent, bon, voilà, qu'elles sont seules, qu'elles veulent une relation, quelqu'un qui les aime, elles pleurent, etc., etc. En quoi prendre cette vidéo pour dire maintenant, regardez, la femme, en plus elle a 30 ans, etc. Maintenant, elle se rend compte que c'était avant qu'il fallait qu'elle trouve quelqu'un, etc. Vous savez, on ne pense pas tous à être en relation durant notre vingtaine. Et c'est pas parce qu'on n'est pas en relation pendant notre vingtaine pour continuer à la trentaine que à 30 ans ou à plus, 30 ans ou 35, qu'on n'a pas le droit de vouloir une relation stable, fonder une famille et autre. Autre cas, une femme qui a fait sa carrière, elle a travaillé, voilà, elle a beaucoup travaillé à évoluer professionnellement, etc. Donc elle a tout, matériel, carrière, etc., etc. Et elle se rend compte que voilà, aujourd'hui, elle veut pas toutes ces responsabilités. Aujourd'hui, elle voudrait être femme au foyer, avoir ses enfants, avoir un partenaire, etc. Je vois pas en quoi on doit prendre cette vidéo pour dire voilà, la femme elle a fait ça, sa carrière est truc, et maintenant qu'elle est 30 ans, en gros, ça sous-entend maintenant qu'elle est périmée, maintenant qu'elle est datée, elle veut être femme au foyer. Je suis désolée, la vie fait en sorte que par les expériences, il y a des choses qu'on pense vouloir, il y a des choses qu'on pense ne pas vouloir. On évolue constamment. À quel moment le fait que pendant la vingtaine, on avait des aspirations, pendant la trentaine, on en a d'autres, fait que en gros, on a fait des mauvais choix. On n'a pas fait de mauvais choix, on a fait un choix. Ce choix-là nous a fait comprendre que si cette femme n'aurait pas commencé par sa carrière, si cette femme qui a eu une carrière brillante, etc., aurait commencé par faire ses enfants, etc., ça ne garantit pas qu'elle aurait été en couple à 30 ans. Juste qu'elle aurait eu des enfants. Est-ce qu'elle aurait tenu le même discours « j'aime être femme au foyer ». On n'en sait rien. Peut-être que comme elle n'a pas été jusqu'au bout, par exemple professionnellement, eh ben, elle se serait dit, effectivement, je suis femme au foyer, mais peut-être que, alors mes enfants, je les aime, mais peut-être que je pense aujourd'hui, j'aurais préféré quand même continuer mes études. Alors, elle va dire, je regrette rien, etc. Mais voilà, j'avais quelque chose en tête, aller jusqu'au bout de mes études, parce que vraiment, c'était un but. Ça n'en fait pas une vie finie, d'accord ? Elle voulait faire ses études, aller jusqu'au bout, avoir un enfant ou trouver un partenaire, avoir une famille, etc. Je trouve que c'est complémentaire, d'accord ? Qu'on commence par faire des enfants, trouver un partenaire ou qu'on commence par faire ses études ou autre, moi j'appelle pas ça des mauvais choix. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand une femme dit en gros qu'elle a pas besoin d'homme. Ça, vraiment, on comprend que la femme, elle a rien compris à la vie. Par contre, une femme qui dit, bon, j'ai porté mon attention sur ça plutôt que ça. Bon, bah voilà. Maintenant, j'aspire à autre chose. Est-ce que ça fait d'elle une femme qui n'a pas réfléchi ? Encore une fois, j'ai écouté une vidéo d'une femme qui disait, ok, ta carrière, ça, mais maintenant quand tu arrives à la trentaine, si tu aurais commencé à chercher un partenaire, eh ben, à la trentaine, tu serais tranquille en gros, mais rien ne garantit, et en fait c'est ça que je comprends pas, rien ne garantit que quand tu commences ta relation à la vingtaine, ça se poursuit à la trentaine. Tu peux avoir une longue relation toute ta vingtaine, à la trentaine, être seule. Il y a pas de... On commence à la vingtaine, comme ça à la trentaine, on est tranquille. Pareil, je regarde de toutes vidéos une femme qui disait, bon, parce qu'il y avait des femmes, et c'est très bien de leur part,
une femme qui lui disait, mais t'as 19 ans, t'es femme au foyer, enfin t'es jeune. Et elle a fait une vidéo en disant, écoutez, moi je suis bien, alors je sais pas si elle était mariée. Bon, je veux dire, elle a son mari, son enfant, elle est pleinement heureuse à 19 ans avec un enfant, etc., à rester à élever son enfant, c'est complètement ok. Et t'as des femmes qui disent, écoute, et qui parlent avec leur expérience, en donnant un conseil, et pas en disant, t'as fait le mauvais choix. Et là, on sent la maturité, qui va lui dire... écoute, moi je trouve que c'est super que tu es femme au foyer épanouie. Par contre, moi j'ai été, donc elle donne son exemple, moi j'ai fait pareil, j'ai quitté mon emploi, etc. pour élever mes enfants et un jour il est parti. Je crois que il y a eu au moins 5-6 personnes qui donnaient ce témoignage-là en commentaire à cette femme-là. 19 ans là tout de suite, c'est beau, c'est nouveau, parce que c'était un petit bébé, donc c'est beau, c'est nouveau, vous n'avez pas encore eu de secousse dans la relation, donc tu t'exprimes, tu dis oui, tu veux être femme au foyer, etc., c'est ton projet, tant mieux. Mais tu as des femmes qui ont vécu cette expérience et qui te disent, ok, c'est bien, c'est top, t'élèves tes enfants, c'est cool, maintenant il faut quand même que tu assures tes arrières parce que le mec peut finir par se barrer. Tout comme la nana, peut finir par se barrer. Là, c'était le cas de la femme. Et donc, elle lui conseillait, écoute, t'es jeune, t'es super, tu veux élever tes enfants, c'est noble. Il n'y a rien de plus dingue que ça, il n'y a rien de plus... Elle est dans l'amour, d'accord? Elle veut vraiment se consacrer pleinement à son enfant. Ça, je trouve ça top. Alors, quand elle dit... Quand je vous dis, je vous mens pas, il y a au moins 4 à 6 personnes qui disent la même chose. J'ai fait la même chose, des années après, mon mari s'est barré. Donc elle lui dit, fais quand même quelque chose. Elle lui dit pas arrête, elle lui dit fais quand même quelque chose à côté, tu vois, pour mettre l'argent de côté. Tu vois, vends un truc ou autre pour que tu puisses avoir un peu d'argent sur le côté. Demain, il se passe un truc, tu peux rebondir avec tes enfants. Et c'est le témoignage de toutes ces femmes-là qui lui dit, ok, c'est cool, maintenant, quand il va y avoir des secousses, des problèmes d'argent, etc., tu vas pas pouvoir rebondir parce que tu n'as pas d'argent. Parce que le foyer dépend uniquement de l'homme. J'ai trouvé ça noble. Est-ce que ces personnes lui ont dit, est-ce que toutes ces femmes qui lui ont donné leur témoignage lui ont dit, non, c'est une connerie ce que tu fais? Non. Demain, cette femme, elle élève ses enfants et elle se dit, bon, finalement, j'ai envie de faire une formation, reprendre des études, etc. Est-ce que je vois pas en quoi c'est mal, tu vois. Elle aura élevé ses enfants, etc. Maintenant, elle aspire à autre chose comme, je sais pas... ouvrir une boutique, n'importe quoi, prendre des cours ou autre. La vie, c'est le changement. Donc, on peut être dans une situation et après, ça change, ça évolue, on fait d'autres choses, on peut faire plein de choses. Donc, je n'aime pas ces vidéos, là, je bug beaucoup, je n'aime pas ces vidéos où... et en plus, la majorité, c'est des hommes. Plutôt qu'ils aillent travailler, ce qu'ils font, c'est bavarder. J'aime pas le fait on expose le choix de certaines femmes, et je dis bien de certaines femmes, en disant, que c'est les femmes d'aujourd'hui, 2, que, en gros, maintenant, elles changent d'avis, elles ont été connes, en gros, elles auraient dû réfléchir avant. Je suis désolée, toi, t'as fait tes choix, demain, t'en feras d'autres, qui poursuivra pas forcément tes choix précédents. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui a fait une connerie? Non. Ça fait c'est quelqu'un qui a évolué. Et je peux revenir sur la loi du mouvement, c'est la même chose. Tout est toujours en train de changer. C'est toujours en train d'évoluer. Alors il y a des évolutions comme par exemple l'intelligence artificielle où ça va trop loin. Mais on est toujours en train de ou s'améliorer ou essayer de diversifier ses connaissances et autres. On dit qu'il y a que les cons qui ne changent pas. Et pour moi, c'est vrai. Dans une vie entière, on peut faire plein de choses. Donc pourquoi prendre une décision et s'y tenir toute sa vie? On peut très bien prendre plein de décisions dans plein de domaines différents et être épanoui.
Elle a le droit d'avoir des enfants et puis reprendre ses études. Elle a le droit de ne pas faire d'études, monter une entreprise. Elle a le droit d'être femme au foyer toute sa vie. Enfin, vraiment, il faut arrêter dans cette époque de juger ce que les gens font. Et ça me tue que la majorité sont des hommes. Ça me tue, ça. Ça me tue. Je sais même pas comment vous dire. Moi, je suis pas quelqu'un contre les hommes. Je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on trouve à redire aux femmes. Je suis d'accord. On parle de libération, de choses comme ça. Mais il faut toujours être nuancé. Il faut toujours être nuancé. Tu peux pas prendre une vidéo et parler aujourd'hui les femmes en Occident. Tu peux pas. Je trouve ça... T'as pas de maison à construire, t'as pas de route à faire. Après, c'est peut-être... c'est pas sexiste, hein. Je dis pas que c'est que les hommes qui font des routes et autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment plus important que d'observer à la loupe la situation d'autres personnes plutôt que se concentrer sur sa vie. Parle de quelque chose qui sera constructif. Je sais pas, parle à ta communauté, toi qui as un impact, de comment investir. Comment investir, pas forcément pour spéculer, mais comment faire en sorte de stabiliser leur famille, mettre un peu d'épargne de côté, je sais pas, des choses qui sont vraiment concrètes pour la famille, pour ou du développement personnel, si tu veux, basé sur ton expérience. Tu as fait telle chose, tu as vu que, après tu leur conseilles, à vous de faire votre expérience et d'en tirer les leçons. On ne voit pas tous les choses de la même façon, enfin, ce que tu veux, mais on est arrivé à un tel niveau de régression où aujourd'hui on va exposer la vie et les dires des gens en disant voilà comment sont les gens aujourd'hui. Donc il n'y a pas mieux à faire. Moi je veux bien que tu nous parles de ta vie. Comment tu élèves tes enfants ? Tu les as mis dans quelle école ? Comment tu as fait pour choisir ton école ? Comment ça se passe chez toi, sans rentrer dans les détails, mais dans ton foyer, comment tu le vis ? Est-ce que, non, c'est toujours les autres. Voilà. Il y a une femme qui a parlé, qui a dit ça. Oh, les femmes d'aujourd'hui, vraiment, t'as vraiment pas mieux à faire. C'est pour ça aussi que si vraiment on veut trouver à redire chez les gens, on trouvera toujours à redire. Ça fait du contenu, ok ? Mais est-ce que ça aide vraiment les gens de savoir qu'il y a des personnes qui a trompé, qu'il y a des personnes qui... Ça aide pas. Au contraire, ça crée de la méfiance et en plus, ça crée de la division entre les hommes et les femmes. Pour finir ce podcast du petit moment de confession, je voulais parler du fait qu'on commence à ébruiter le problème d'infertilité un peu partout. Les gens qui se sont méfiés de la picouse, quand il y a eu le scandale de toutes ces femmes, parce que sur les hommes c'était moins visible, mais de toutes ces femmes qui ont eu des problèmes de menstruation, toutes ces jeunes filles qui n'ont plus eu de règles après la picouse, de toutes ces filles qui ont eu carrément des hémorragies, des douleurs qu'elles n'avaient jamais eues avant la picouse. L'État a décidé de faire picouser même les femmes enceintes, les enfants. Donc les gens suffisamment éveillés, on savait que ce sujet allait arriver sur la table. Il n'y a pas besoin d'être voyant ou voyante. On sentait que ça puait déjà de ce côté-là. Parce qu'on parle d'hormones, on sait déjà que... avec tous les pesticides, etc., les médicaments et autres, il y en a beaucoup, ce sont des perturbateurs endocriniens. Mais quand on a entendu qu'il y a beaucoup de femmes, elles n'avaient plus du tout de règles, de jeunes filles, rentrées dans l'adolescence, elles n'avaient plus rien, ou elles avaient des douleurs atroces, on a entendu, moi à un moment j'avais fait mes recherches pour en savoir plus, donc c'était bien avant la période du Covid-2, on va essayer de glisser ça comme ça,
Bien après, j'avais entendu une femme sur un plateau, alors je ne sais plus son nom, qui parlait du taux de mortalité, le taux de mortalité des enfants à l'accouchement, des femmes qui accouchent, d'enfants morts-nés, ou même pas. Il y avait ça, mais il y avait aussi le fait qu'il y avait des arrêts de grossesse. C'est-à-dire que 6 mois, donc le bébé était bien, 6 mois après, l'enfant n'était plus là. Quoi. Voilà. L'enfant n'avait pas survécu dans le ventre. Bah voilà. Et moi, je m'étais dit déjà à ce moment-là, parce que j'avais aussi écouté un autre témoignage d'une gynécologue, pardon, qui disait qu'il y a un taux phénoménal de femmes qui ne vont pas à terme. Pas à cause d'un avortement ou autre, mais parce que l'arrêt du bébé, l'arrêt du cœur du bébé, voilà, se faisait... en fait, ça augmente. Je sais pas comment dire ça, mais ils vont pas jusqu'au terme de la grossesse. Et la gynécologue, elle disait, c'est vraiment inquiétant d'avoir toutes ces grossesses qui vont pas jusqu'à terme. Et c'était passé dans un plateau, je ne sais pas, c'était France 2 ou autre, vraiment en catimini. Moi, je l'ai retrouvé sur Internet, après avoir fait des recherches. Je peux vous dire que c'est vachement inquiétant. Et là, maintenant, on parle du fait que y a un taux d'infertilité, mais pour les gens éveillés, suffisamment éveillés, on avait déjà conscientisé le fait que ça allait être un problème. On attendait juste le moment où ils allaient commencer à le déclarer. Par contre, ils sont vachement vicieux parce qu'ils ne mettent jamais le lien, ils ne font jamais le lien avec le fait qu'il y a eu beaucoup de femmes enceintes qui ont été picousées, qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été picousés, que toutes ces personnes picousées, finalement, on ne sait pas encore exactement. On sait la plupart des effets secondaires, mais qui ne sont pas toujours reconnus. Et en plus de ça, on ne sait pas le réel impact dans le corps des gens. Ça veut dire que si cette picouse, si on arrive à prouver que cette picouse a rendu inefficace, par exemple, l'ovulation, les spermatozoïdes qui sont plus performants, d'accord, ils sont plus aussi en forme qu'ils n'étaient, qu'ils ont diminué en quantité et autres, même après ça, on n'arrivera pas à prouver le lien avec la picouse. Et c'est là où ils ont été vraiment diaboliques, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on va jamais faire le lien avec la picouse. Et c'est pas fini. Ça va être un fléau. Vous voyez, en plus, le pire, c'est que c'est notre époque, d'accord? Et c'est comme quoi il faut se protéger, il faut toujours se protéger et pas faire les choses parce que les gens vous disent de faire les choses. Là, demain, j'ai une autre femme qui disait que elle avait fin de la trentaine, donc peut-être 38, et elle avait décidé de faire la PMA. Parce qu'elle avait du mal à tomber enceinte. Elle s'est dit, quand elle est rentrée dans le service, il y avait énormément de femmes très jeunes, même pas encore dans la trentaine, qui voulaient faire une PMA parce qu'elles n'arrivaient pas à tomber enceinte. Donc, il y a vraiment une espèce de catastrophe qui se prépare, où si on peut plus enfanter, c'est la merde. Moi, je pense pas par rapport aux retraites et tout, mais l'objectif d'avoir une famille, ça devient quoi? Tout le monde n'a pas les finances pour le budget pour aller faire une PMA. Moi, la dentiste chez qui je travaillais, elle a fait 10 ans de PMA. Elle est dentiste, son mari est dentiste aussi, en orthodontie. Donc il gagne 10 ans de PMA. Vous pensez que c'est tout le monde? Déjà, les gens n'arrivent pas à se loger. Du moins, il y a même ceux qui n'arrivent pas à se loger correctement, décemment. Les gens n'arrivent pas à se nourrir. Tout est devenu très cher. Après, il y a le fait qu'on nous pourrit le cerveau avec toutes ces relations homme-femme. La femme est comme ça, l'homme est comme ça. Et en plus, on apprend que dans le corps de beaucoup de personnes,
on les a rendus quasi infertiles? Non. Je sais pas comment ça va se finir cette histoire. Je sais pas, ça pue. Moi, je veux pas assombrir le tableau, mais pour moi, ça pue. Moi, je l'ai pas fait la picouse. Je sais que mon partenaire actuel, il a fait 2 picouses. Et j'ai dû lui dire 2 choses. Je lui ai dit, sais-tu que le Doliprane, quand une femme est enceinte, elle ne doit jamais prendre de Doliprane ou n'importe quel médicament parce que ça a des effets sur le bébé. Ça, on l'apprend dans le monde entier, sauf en France. Et les femmes en France consomment du Doliprane quand elles sont enceintes. Parce qu'on ne leur dit pas qu'il ne faut pas prendre de Doliprane étant enceinte pour ne pas exposer le bébé à des maladies une fois adulte, que ça rétrécissait le pénis et que ça féminisait les hommes. Ces informations-là, vous pouvez les trouver sur Internet et c'est ce qui est cool sur Internet. Si vous voulez vraiment savoir, vous les avez. C'est une femme qui en parle, il me semble que c'est une scientifique, mais je ne sais plus exactement quel est son nom. Donc moi, par curiosité, je l'ai su là, qu'il ne faut pas prendre de Doliprane. Mais en fait, c'est pas que les femmes enceintes. Moi, je pense que les médicaments, il faut les boycotter. Bon, après, si vous avez des actions pour l'industrie pharmaceutique, dites aux gens de consommer. Mais en vrai, aujourd'hui, il faut plus que jamais penser à se souder plutôt que chercher son gain personnel. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui de dire à quelqu'un « T'es malade, prends du Doliprane, prends ci, prends ça ». Franchement, on a beaucoup trop de connaissances aujourd'hui grâce à Internet et toutes ces personnes qui nous exposent leurs connaissances gratuitement, etc., qui ne demandent que notre attention. Voilà, on peut porter notre attention sur 1000 choses, mais sur les choses importantes, ça dépend de notre vie, d'accord? C'est notre vie qui est en jeu, parce qu'en fait, on a fait de nous aujourd'hui un produit. Donc, il y a le fait de ne pas prendre de Doliprane, mais moi, je serais pour boycotter tous les médicaments. Après, voilà, je ne suis pas médecin, mais privilégier le fait de trouver des alternatives. J'ai dit à mon partenaire, t'as mal à la tête, tu arrêtes le Doliprane. L'huile essentielle de menthe poivrée, ça fonctionne du tonnerre. Je lui ai montré, parce que je l'utilise. Il utilise ça maintenant pour ses mal de tête. Pareil, je lui ai exposé également le fait que comme il a fait la picouse 2 fois, si demain on va avoir un enfant, il est possible que on ne réussisse pas. Il est possible, il y a une chance sur 50 qu'on ne réussisse pas parce qu'on ne sait pas quel impact a eu les picousses sur son corps. Même moi, si j'ai pas été vaccinée, je ne sais pas si ces spermatozoïdes sont en forme ou pas. Donc, si à un moment on décide d'avoir un enfant et qu'on n'y arrive pas, je lui ai dit qu'il est possible qu'il aille faire un test pour voir si ces spermatozoïdes sont efficaces. Parce que je ferai aussi un test, d'accord? Ça peut venir aussi de mon côté, mais j'ai rien mis. Moi, ça fait longtemps que je prends pas de médicaments. J'ai pas été biberonnée aux médicaments. Et lui, tous les 4 matins, c'est un Doliprane et un truc. Donc c'est assez chiant en fait. C'est que quand on n'est pas instruit, on fait les choses et on n'a pas conscience des impacts. Ça peut freiner en fait le projet d'un couple d'avoir une famille, etc. Donc voilà, moi j'ai averti qu'il est possible qu'il aille faire un test pour voir si ça vient pas de son côté. Et c'est toujours une chose à faire. Hein. Entre nous, des fois, tu veux... Enfin, moi je parle pour des couples qui veulent avoir un enfant. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas avoir d'enfants. Ouais, et ça se comprend vu dans le monde dans lequel on vit. Mais il faut pas arrêter de se reproduire parce que c'est chacun de nous qui faisait en sorte... du moins, chacun de nous éveillé en conscience, d'accord, qui essaye de s'instruire et de comprendre dans quel monde on vit et qui vit pas juste sa vie pour vivre, c'est des personnes comme nous, je puis dire, qui changent la donne dans la société, d'accord, parce qu'on va sensibiliser, etc. Alors on peut pas changer tout le monde, mais on peut quand même mettre des graines par-ci, par-là. Il faut pas non plus
se dire le bateau va dans le vide, donc il faut le laisser aller. On peut quand même jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce qu'on est tous on est tous dans le même bateau, essayer de se soutenir. Après, il y a encore des problèmes qui n'en sont même pas. Problèmes de couleur, problèmes de race, où est-ce que tu habites, il y a de la violence, etc. etc. Voilà, c'est pas une mince affaire, mais tout commence par nous, déjà. Nous guérir, essayer de comprendre ce qu'on vit, essayer de s'en sortir, et après, essayer d'aider les autres. Mais nier les problèmes qu'on a déjà avec soi-même, ça n'arrange rien. Pour finir, j'avais dit que c'était déjà la fin, mais pour finir, j'ai eu cette discussion avec mon partenaire où il m'a dit mais t'as 30 ans, pourquoi t'as pas d'épargne? Je comprends pas pourquoi t'as pas d'épargne. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait et il m'a dit ça peut-être 3 fois. 3 situations, 3 moments différents, il m'a dit ça, mais je comprends pas. T'as 30 ans et t'as pas d'épargne. J'ai eu une honte. Et j'ai ressenti une honte. Je sais pas vous dire. La honte que j'ai eue quand il m'a dit, mais comment ça se fait que t'as 30 ans, t'as pas d'épargne? C'est bizarre quand même. Et j'en ai parlé à une amie qui m'a dit, oh là là, je suis même gênée pour toi. Et en fait, elle est dans cette même situation-là. Et après, même si t'as honte, c'est un fait. C'est vrai, j'ai pas d'épargne, moi j'en ai pas beaucoup. Et encore peu, je vous parlais que je m'étais mis dans une catastrophe, etc. Dans une situation rocambolesque. Et c'est là où je me dis, voilà, la vie n'est pas parfaite. J'ai fait des choix, j'ai dû lui expliquer que en fait, j'utilisais un peu mon argent comme ça, sans prêter vraiment attention où est-ce que va mon argent. J'ai toujours vécu un peu au jour le jour et j'ai toujours réussi à m'extirper en fait des situations dans lesquelles je me mettais. Et dernièrement, je vais pas non plus expliquer ça, mais je lui ai dit voilà, dernièrement c'était un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, je vois un peu plus d'intérêt de mettre de côté parce que j'ai vécu cette situation, je me suis retrouvée à 3000 de découvert, etc., où je me suis dit, ok, j'ai pas d'argent à côté, ma carte elle a été bloquée, etc. Effectivement, non seulement il faut avoir d'autres comptes bancaires, mais en plus de ça, c'est mieux pour notre tranquillité, j'ai presque envie de dire ça comme ça, pour ma tranquillité du moins, mieux vaut que je mette un peu de côté, comme ça s'il y a un truc, je peux rebondir. Mais là vraiment un seul compte bancaire, une seule carte bancaire, si c'est bloqué, vous êtes foutu. Si vous n'avez pas de liquidité, vous êtes foutu. Donc pour l'avoir expérimenté, je vous conseille vraiment d'avoir 2 à 3 banques différentes et au moins 2 cartes quoi. Après, les cartes, c'est payant, etc. à l'année, mais je vous assure, quand vous vous retrouvez aujourd'hui à ne pas avoir de carte bancaire si vous n'avez pas de liquide, et même si demain la banque vous gèle votre argent, mieux vaut avoir une autre banque où vous avez de l'argent. Je vous assure, très vite, on fait le tour de sa tête et on se dit, mais comment je vais faire quoi? Et en plus, ils sont vachement longs. À essayer de rétablir la situation une fois que j'avais les fonds, que j'avais remboursé, etc., j'ai dû encore attendre qu'on rende l'accès à mon compte. C'est lourd en fait, c'est lourd, on est vite paralysé. Et pour éviter ça, je comprends pourquoi il faut avoir plusieurs comptes. Bon, à part ça, le fait que j'ai des projets avec la personne, le fait que en faisant le bilan de toutes les catégories de ma vie, par exemple professionnellement, financièrement, amoureusement, enfin en relation, et le rapport avec moi-même aussi. Et le dernier domaine, c'était pour moi la spiritualité. Donc, pour la spiritualité, j'ai
cette croyance en l'énergie créatrice, l'énergie qui crée toute chose. Pour la spiritualité, c'est le fait de me rendre compte que je dois dire merci à tout ce que j'ai parce que je me sens privilégiée, et il suffit de regarder le monde dans lequel on vit actuellement, d'avoir à manger tous les soirs, d'avoir un peu d'argent, d'avoir, quand je rentre dans la douche, et de l'eau chaude. J'ai des amis, j'ai 2 amies qui sont super. Fin 2023, j'ai un copain super avec qui on se projette beaucoup. Professionnellement, j'ai envie de mettre mes pions, j'ai envie de semer beaucoup plus pour être entrepreneur. Dans la sphère entrepreneuriale, du moins, j'ai plus envie de mettre tous mes pions dans le salaire. J'ai vraiment envie d'investir et envie de créer mes propres revenus. Donc, c'est des choses que je dois mettre en place. Après, j'espère avoir 1 voire 2 enfants et une petite maison, quoi, avec un petit jardin. Je demande pas grand-chose, je demande pas la lune, mais pour mes enfants, c'est sûr que leur mettre un petit peu d'argent de côté, pour moi, c'est une façon de les aider quand ils vont rentrer dans la vie active. Je pense que c'est la responsabilité de tout parent, et donc je peux pas me permettre aujourd'hui de dépenser comme je le faisais, sans conscience, etc. Et mon partenaire avec qui je suis actuellement, lui, il est complètement le contraire de moi, il est presque radin sur les bords, il n'est pas à utiliser son argent comme ça sans réfléchir. Wow. Pardon, excusez-moi. Lui, il est plutôt... si je décide d'acheter quelque chose, je regarde le prix, comment je vais faire pour l'acheter, est-ce que je l'achète tout de suite, est-ce que j'attends un peu, est-ce que j'ai les moyens, l'épargne. Alors tout de suite, on a parlé d'argent, il m'a dit... L'épargne, quand on le met de côté, on ne le touche pas. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à sortir de l'épargne un petit peu quand j'en avais besoin. Et par exemple, là, comme ils ont arrêté mon contrat, je travaillais en tant que secrétaire dans un centre dentaire, ils ont arrêté mon contrat, j'ai peut-être fait moins de 2 semaines, donc là, je vais être payée moins de 2 semaines, donc peut-être même pas 500 €, et je vais devoir sortir un peu d'épargne pour payer mes factures. D'accord ? Ce que j'aime bien, c'est le fait que comme il soit tout le contraire de moi, il est beaucoup plus réfléchi, je peux pas avoir de nouveau ce comportement. Il faut que je suis, en fait, si vous voulez. Je peux pas avoir ce comportement de la fille qui dépense n'importe comment parce que je le veux. Donc quand je vais m'acheter une chaussure, il va me dire « Mais pourquoi t'as acheté la chaussure? T'as pas déjà plein de chaussures, etc. » etc. J'ai comme besoin de me justifier. Et ça me fait évoluer. Donc attention, il n'est pas toujours à se demander ce que je fais avec mon argent, etc. Mais par contre, il est beaucoup plus regardant. Est-ce que, vu qu'elle n'a pas mis de côté durant toutes ces années-là, maintenant qu'elle a 30 ans, est-ce qu'elle va continuer de faire la même chose ou est-ce qu'elle va faire attention avec qui je suis? Et on ne se rend pas compte à quel point notre partenaire peut nous regarder d'un œil observateur sans qu'on en prenne conscience. Je sais qu'il m'observe. Pas pour me dire dépense dans ça, dépense pas, mais plutôt pour me dire ok, est-ce que je suis avec quelqu'un qui a vraiment envie de construire? Donc est-ce qu'elle va mettre une partie de son argent de côté pour qu'on puisse économiser, acheter une maison, etc. Et ça, je trouve ça top. Si j'avais été avec quelqu'un de dépensier comme moi, ça m'aurait pas aidé. Mais comme je vous racontais au début avec le film que j'ai regardé hier, il y a toujours la situation qu'on pense être une situation vraiment
mal, qui nous aide pas, qui nous met dans l'angoisse, etc. avec le sortilège que le gars a eu. Je trouve que ça l'a plus aidé et au final ça l'a servi parce la finalité, c'est que non seulement il retrouve qui il est, donc son état, mais c'est pas le plus important, c'est qu'il a trouvé quelqu'un qui l'aime, au-delà de son apparence. Et ça, pour moi, c'est vraiment, allez, si c'est ce que je dois vivre pour à la fin trouver la personne qui m'aime avec le cœur, bah ouais, je veux vivre cette expérience. Alors ça va pas être facile, mais je préfère le vivre. À la fin, là, il est hyper heureux, il a trouvé quelqu'un qui l'aime. Le fait que j'ai fait des mauvais choix et que je me suis retrouvée dans la merde financièrement et que j'avais pas de personne pour m'aider m'a permis de me rendre compte que non, en fait, t'as déjà été dans cette situation-là, tu sais ce que ça fait, t'en as ressenti les angoisses, le stress, etc. Voilà, j'ai vraiment plus envie, quoi. Et donc, je vais prendre des décisions différentes de ce que j'ai pris jusque-là. Ces décisions qui m'ont amené dans la situation. Mais c'est un mal pour un... Parce que je devais le comprendre en le ressentant, en étant dans cette angoisse de mais comment je vais faire? Est-ce qu'on va me jeter de chez moi? Je suis pas dans un HLM, je suis dans le privé. Si je paye pas 3 mois de loyer, on me dégage. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Et vraiment, je commençais à paniquer, etc. Cette frayeur-là, je la veux plus. Mais parce que je l'ai compris en émotion, parce que tout se grave par l'émotion, je comprends que je le revivrai plus. Donc le fait d'épargner, de mettre à côté, investir, c'est mon goal. Investir même un petit peu, ou comment, quoi, mais je suis obligée d'investir et de créer mes propres revenus par... C'est pour ça que j'ai envie d'ouvrir une petite boutique d'accessoires cheveux. Alors ça a toujours été un projet que je voulais, je ne savais pas comment, aujourd'hui je ne sais toujours pas comment. Et je voulais ouvrir une autre chaîne YouTube en rapport avec des accessoires cheveux. J'utilise plein de trucs, je teste plein de choses. Et j'aimerais bien en fait le partager plutôt que le garder, etc. Après mettre un lien vers ma boutique pour les gens qui sont intéressés parce que j'ai des cheveux et que d'autres personnes ont à peu près les mêmes cheveux, etc. Et pour vous dire une dernière chose, c'est que aujourd'hui, si il y a des femmes noires qui m'écoutent aujourd'hui, qui vont aller jusqu'à la fin de ce podcast, la majorité des boutiques d'accessoires cheveux, de produits capillaires, etc., ce sont des Indiens. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des personnes qui détiennent des boutiques en rapport avec les cheveux, les faux cheveux, les rajouts, etc., ce sont des Indiens? Ils ont vu le secteur, ils ont ouvert des boutiques comme des petits pains et on sait, une femme noire, c'est très important, elle est très coquette. On est tous coquettes. Il y a vraiment un truc à faire dedans. C'est-à-dire reprendre le marché. À quel moment sont les Indiens qui vendent les produits que nous consommons? C'est pas pour faire une communauté ou autre de personnes que de couleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que à la base, comme c'est nous qui consommons, en fait, on aurait dû nous mettre sur le marché, sur ce marché-là. Mais en fait, tout le monde le fait, sauf nous, sauf les personnes qui achètent. Et j'ai halluciné quand j'ai vu ça, parce que c'est vrai que de toute ma jeunesse, quand j'ai dû acheter un produit ou autre, j'allais toujours dans les boutiques indiennes, détenues par des Indiens. Donc aujourd'hui, je vais faire en sorte de créer ma propre boutique d'accessoires cheveux et de créer une chaîne YouTube en rapport. Alors je sais pas à quel moment je vais faire ça et comment je vais faire ça, mais en tout cas c'est sûr que ça va être pour 2024. Là je suis dans un nouveau challenge, je vous avais dit, en rapport avec la formation que j'ai commencé en juin dernier. Je suis sur le terrain, il faut que j'apprenne à avoir des gens au téléphone, etc., à leur exposer le produit. Donc je suis dans un challenge, donc là ça sera pas pour maintenant, mais une fois que j'ai acquis les compétences que je dois acquérir pour développer l'activité que je suis en train de faire, parce que j'ai quand même payé la formation plus de 3 000 €,
il faut quand même que je la rentabilise et après je me mets dans ce secteur-là, etc. Je peux pas tout faire en même temps non plus. Mais voilà, 2024, je mets un peu de semences dans les projets qui m'intéressent. Dans les projets où je sais que je le fais parce que je le fais avec le cœur. Je le fais plus ni pour l'argent, ni pour ça, ni pour ci, mais si j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale et j'ai toujours voulu créer quelque chose qui a ma patte personnelle, il faut que je me lance parce que sinon je sais que je vais comme regretter de ne pas m'être lancée en me donnant des excuses. Donc il faut toujours essayer, quitte à se casser la gueule, mais au moins c'est un projet que j'aurais fait, que j'aurais mis en action du moins. Sur cela, je vous fais un énorme bisou. J'ai un petit peu le nez encore bouché et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.